l'usine des eaux qui est plutôt côté Maison Lafitte et l'usine des Boues qui est plutôt côté HR. Donc ça c'est pour des raisons historiques, je n'entrerai pas dans le détail. Donc quand on va reconstruire l'usine des Boues, qui est la partie la plus ancienne du site, on va la rapprocher de l'usine des eaux. Donc ça va rester dans le périmètre. Non, plutôt côté Maison Lafitte. Deux usines, il faut comprendre deux parties ou deux installations sur le site. C'est toujours sur le même site, hein, dans l'emprise actuelle du SIAP qui va déplacer ces grosses installations. Voilà. Quelqu'un veut le micro? Monsieur le maire. Oui, j'ai une question puisque on a tout à l'heure parlé, alors je reviens sur l'incendie, mais dans le cadre du PPI. L'incendie du 3 juillet, donc, ça a entraîné le déclenchement du POI. Donc, ça a été jugé par la préfecture des Yvelines comme devant déclencher le POI. Et à l'époque. C'est pas la préfecture qui déclenche le POI, excusez-moi, je permets juste de le préciser, c'est l'exploitant. Hein. Le POI, c'est uniquement l'exploitant. C'était déclenché par le SIAP. À l'époque, dans ce cadre-là, les maires des communes n'étaient pas informés et s'en est suivi effectivement un défaut d'information de la part des communes. À la suite de cela, les réunions d'information ont eu lieu à la préfecture des Yvelines et le préfet s'est engagé à ce qu'en cas de déclenchement du POI, les communes soient informées d'un message délivré pour le coup par la préfecture des Yvelines elle-même. Dans le PPI revient dessus, et c'est vrai que vous l'avez mentionné au cours de la réunion. Simplement, quand on regarde à la page 22, dans les communes listées dans le cadre de ce message d'information de la préfecture en cas de déclenchement du POI, Conflans-Sainte-Honorine n'en fait pas partie. Contrairement à Saint-Germain-en-Laye, à Cher, à Herblay, à Fred-sur-Seine, Cormeilles, Montigny, Conflans-Sainte-Honorine n'y est pas. Et donc je voulais vous demander, alors est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'était délibéré, je ne sais pas, mais je voulais m'assurer ce soir que Conflans-Sainte-Honorine soit bien intégré dans les communes informées en cas de déclenchement du POI. C'est toutes les communes du périmètre du PPI, c'est peut-être une coquille, c'est aussi à ça que sert la consultation des maires. C'est toutes les communes du périmètre PPI qui bénéficieront de cette procédure d'information en cas de déclenchement du POI par l'exploitant, y compris Conflans, Sainte-Honorine, bien entendu. Sur le même modèle que ce que vous avez reçu aujourd'hui pour l'alerte météo. Oui, mais je voulais m'en assurer parce que comme c'est quand même un document officiel du PPI et qu'on n'était pas dedans, c'était un peu surprenant. Surtout dans le cadre de réunion. On est bien conscient que on ne peut pas rendre les choses anodines. Le fait d'appuyer sur la sirène, c'est oui du PPI, le fait d'appuyer sur nos sirènes engendrera l'alerte d'une population plus large que celle des périmètres. Par définition, quand je vais déclencher la sirène dans ce parc, je vais couvrir un périmètre qui ira bien au-delà de ceux des sirènes. Ça, on préfère encore avoir confiné plus de gens qu'il faut et les informer en secondaire pour lever le confinement sur certaines zones. Quand monsieur le directeur vous parlez de France Bleu, c'est pas anodin. Le jour de l'île Bruxelles, on l'avait compté en continu, c'est la seule fréquence qui interrompt ces programmes toute la journée et qui ne parlait plus que de ça. Et c'est la seule fréquence sur laquelle on a entendu un directeur de clinique appeler en direct pour annoncer la fermeture de ces blocs. Ce que ne fera pas BFM. C'est pas possible. Ils n'ont pas la même qualité d'information. Ah non, c'est sûr. On les a écoutés en continu, j'ai enregistré toute la journée. La solution, c'est vraiment d'aller écouter France Bleu de France. Ils ont des obligations réglementaires de nous appuyer. De service. Monsieur qui a déclenché les questions. Bonsoir. Je suis Riveraine, donc j'habite sur l'eau et j'habite même en face de votre usine depuis 1998. J'ai donc été témoin quand même de quelques incendies, quelques incidents qui ont eu lieu. Je n'ai jamais eu de numéro de téléphone pour appeler, pour savoir ce qu'il en était. Je ne savais pas vers qui me tourner. Le SIAP ne me répondait pas. C'est qu'il n'était pas en état de me répondre sur ce qui s'était passé une nuit suite à une explosion ou autre. Je pense qu'ici, effectivement, la mairie est informée et peut me donner les informations, c'est bien. Est-ce que le SIAP, lui, de son côté, pourrait mettre en place un numéro de téléphone
pour rassurer, ou sur le site internet, mettre l'information sur les incidents qui peuvent se produire, parce que c'est très anxiogène. Ça, c'était une première question. Et la deuxième, vous parlez de PPI, etc. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est quels sont les risques. Qu'est-ce qui peut vraiment réellement arriver avec... voilà, quels sont les incidents, les scénarios possibles. Voilà, parce que j'habite vraiment tout en face, et comme beaucoup conflanaient, et j'aimerais bien savoir. Vous faites un PPI, dans quelle mesure et pour quel type d'incident? Alors, je vais vous répondre à la première question, et puis après je passerai le micro à M. Kattenbacher. Alors déjà, vous pouvez aller sur le site internet du SIAP, et vous aurez des informations très précises sur le niveau d'oxygène dissous au droit d'Andrézy ou au droit de Sartrouville. Donc ça, c'est des informations qui sont communiquées maintenant depuis l'incendie, donc vous pouvez y avoir accès. Vous avez aussi des contacts, donc un numéro de téléphone, et puis moi je vais vous donner une carte, et comme ça vous aurez un numéro de téléphone où vous pourrez appeler, et un mail si effectivement à un moment donné vous posez des questions. Encore une fois, on est à la fois industriel, mais aussi à la fois établissement public, et donc on se doit, vis-à-vis des riverains que vous êtes, d'avoir toute la transparence. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là que l'on communique. On est là aujourd'hui pour vous donner des éléments d'information, ou qu'on est présent en réunion d'information qui sont présidées par le préfet des Yvelines. C'est vraiment dans cette volonté. Sur les risques, maintenant, précisément, les scénarios. Plus exactement, je vais me permettre une remarque, et ensuite je parlerai des risques. J'écoutais la radio en venant d'ici. Il y a eu des gros orages sur le centre de la France. Et une des conclusions rapportées par France Info, c'est que devant le nombre d'appels au centre de secours, à la fois le standard des sapeurs-pompiers, mais également une partie du réseau téléphonique est tombée. J'ai aussi vécu dans ma longue carrière d'autres événements un peu comme ça, donc notamment outre-mer sur des phénomènes naturels. Le réseau téléphonique, en cas de grosse catastrophe, il dure entre 30 et 40 secondes. Après, il s'écroule sous le nombre des appels. Avec d'ailleurs la difficulté pour les sapeurs-pompiers, c'est bien ce qui est indiqué dans le PPI, d'être capable de continuer à réceptionner les urgences vitales et en même temps de traiter la crise. Sur les risques, comme je vous l'ai dit, il y a deux phénomènes que l'on redoute sur le SIAP. Le premier, c'est une explosion de biogaz. Vous avez des stockages de biogaz, c'est du gaz de ville. D'ailleurs, dans les projets du FIAP, il y a de la réinjection. C'est du méthane tout à fait classique. C'est plutôt des scénarios qui sortent vraiment relativement peu et qui n'ont des effets beaucoup plus faibles que ceux que l'on redoute sur le mélange de produits incompatibles, ce que je disais tout à l'heure. Donc le mélange entre du chlorure ferrique, dans une moindre mesure du chlorure ferreux, et une base. Auquel cas, effectivement, on a émission, on a nuage de chlore, et c'est effectivement le deuxième scénario qui est dangereux au niveau du FIAP. Voilà. Le phénomène que l'on redoute. Le moment critique sur ce mélange, c'est le dépotage. Alors, plus exactement, l'accident le plus probable, ou disons le moins improbable, c'est effectivement un défaut dans les procédures de sécurité qui amène à dépoter soit un camion de chlorure ferrique dans une cuve qui contient au préalable de l'eau de Javel, soit le contraire. Effectivement, on a quand même des consommations de réactifs qui sont importantes, qui sont à la hauteur de du volume d'eau qui est traité par le SIAP. C'est donc cet événement-là qui est redouté. En termes de modélisation, bien entendu, dans ces cas-là, on estime qu'on vide la totalité du contenant dans un contenant qui est déjà plein. Sans se rendre compte de l'erreur. Bien entendu, on est sur des scénarios, encore une fois, que je ne veux pas qualifier d'ultimes, mais quelque part, qui sont des scénarios dans lesquels, lorsqu'ils se produisent, ça veut dire que l'ensemble des barrières de sécurité s'est trouvé, entre guillemets, franchi. Alors,
par exemple, pour réduire ce risque, quelles sont les mesures en termes de nombre de livrets par an, de choses comme ça? Alors, plus exactement, les classes statistiques sont calculées à partir du nombre de dépotages. C'est-à-dire qu'en fait, on est basé sur notamment la maîtrise des périmètres de sécurité impactant des servitudes d'utilité publique, donc des accidents. On est sur des classes de probabilité. Ce qu'on va plutôt mettre en place, c'est effectivement, au travers du dépotage, d'avoir un certain nombre de dispositifs qui permettent de détecter ce mélange de produits. Donc, notamment a été développé par le SIAP, validé par l'INERIS au travers d'une tierce expertise, un dispositif qu'on appelle l'IDIS, et qui permet effectivement de détecter le fait de déverser un produit qui n'est pas compatible avec celui qui est dans la cuve. Voilà. Il y a aussi d'autres barrières de protection, elles font partie de ce qu'on appelle les MMR, les mesures de maîtrise des risques. Je vais y arriver. Ces MMR sont imposées par arrêté préfectoral, elles font plus exactement dans le cadre de l'arrêté préfectoral qui a été pris et du rapport de l'inspection, d'une annexe confidentielle, parce que vous comprenez bien que les gens mal intentionnés pourraient utiliser un certain nombre de procédures de sécurité et détourner ces mesures de sécurité à leur profit. Bien entendu, la totalité de ces mesures a été présentée d'une part à la commission de suivi de site, sur lesquelles effectivement sont représentés les maires des communes, les associations de protection de l'environnement, mais également au CODERST, donc, qui est le comité sur les risques technologiques et sanitaires, et donc a fait l'objet de ces présentations, et présentations complètes. Simplement, sur Internet, vous ne trouverez pas ces annexes, et quelque part, c'est plutôt sécuritaire. Voilà. Juste pour compléter par rapport à la question de M. le maire, ou potentiellement des riverains, et je pense surtout les occupants des bateaux, on a fait le retour d'expérience, effectivement, que autant on avait un process qui est assez pointu en PPI, autant l'approche POI qui était de dire, ou de non dire, c'est-à-dire que quand vous n'entendiez pas de sirène, ça serait à vous de déduire que, ah ben non, on n'est pas dans le cadre d'un événement qui va m'impacter. Donc on est en train de travailler sur ça. Ce qui nous manque, effectivement, puisque vous parliez de la Pologne, c'est cet outil un petit peu complémentaire de la sirène. La sirène vous donne le T0. Et ce qu'on doit être capable de faire après, c'est d'affiner, confirmer et de maintenir un lien. Donc il y a cette partie fameuse de radio. Mais ce qu'on a travaillé aussi, c'est d'aller chercher l'ensemble des usagers qui peuvent être dans le périmètre. Donc, par exemple, si je prends pour les occupants des bateaux, on fait un message à la batellerie. C'est-à-dire qu'on a la brigade fluviale qui est immédiatement avisée, qui va faire un message d'urgence à la batellerie. Dans les mesures, si vous avez vu, il y a l'arrêt des circulations ferroviaires, l'arrêt des circulations fluviales, l'arrêt des circulations routières par tous les moyens disponibles à l'instant T. Donc là, par exemple, si vous êtes sur l'écoute de la fréquence, vous aurez le message à la batellerie par la gendarmerie fluviale, par le centre nautique des sapeurs-pompiers. Et nous, on va essayer d'étoffer encore tous les outils. On a même cherché à répondre aux randonneurs qui est à l'instant T dans la forêt de Saint-Germain, dans l'emprise ONF, les gens sur le secteur Maison Lafitte qui sont en train de faire l'entraînement équestre, etc. C'est-à-dire que dans le plan, si vous regardez la liste, on a entre 25 et 28 services qui sont dans le déclenchement, avec chacun responsabilité d'aller chercher les riverains et d'aller chercher les services qui dépendent de leur... Pour ce qui est de la remarque de M. le maire, en fait, le rétexte qu'on a au SIAP, c'est celui qu'on a retrouvé sur énormément de sites industriels, que nous-mêmes on connaît. C'est une différence entre vous donner une information ou une alerte et avoir le fil de l'information. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à chaque fois, quelque part, c'est que le SIAP, ou même nous, on se laisse entraîner dans une approche de meilleur élève, c'est-à-dire on va donner trop d'informations à l'interlocuteur numéro 1, puis au numéro 2, puis au numéro 3, c'est-à-dire que vous avez des questions à poser si on vous appelle. Parce que le SIAP, quelque part, à un moment donné, dans sa liste de choses à faire dans le POI, il va appeler. Mais à 10 minutes par maire, fois 8 communes, le dernier maire est appelé au bout de 1 heure. Donc l'idée, c'est de prendre ce qu'on apprend en gestion de crise, de prendre un non-sachant. C'est-à-dire, vous prenez la secrétaire dans son bureau, vous lui dites, voilà ce que tu as à dire à monsieur le maire, et c'est le premier message, qui vous dira ce que c'est et ce que ça n'est pas. D'accord ? Mais on revoit à la baisse, quelque part, le qualitatif du premier message, mais pour avoir plus d'efficacité dans la capacité à couvrir l'ensemble du périmètre.
Et nous, on doublera effectivement par plus de messages, plus d'informations par notre outil automatique. C'est-à-dire que mon agent de permanence peut le faire depuis son domicile, depuis son téléphone. Les alertes, là, actuellement, on est dans les 10 minutes après la réception d'une alerte par mon permanent. Voilà. Je précise que les alertes, aujourd'hui, on n'appelle pas chaque maire les uns après les autres. On a un système automatisé, donc qui est géré à 24 par un agent qui envoie des messages d'alerte à 5 numéros par mairie ou par service, en simultané, de façon à ce que tout le monde ait l'alerte simultanément. Voilà. Alors, vous, madame, je comprends que votre bateau est amarré à demeure à côté du SIAP, donc la question de l'arrêt de la navigation ne se pose pas directement pour vous. Et vous êtes comme les riverains qui y habitent. Dans le cas de déclenchement du PPI, le premier réflexe, c'est le confinement. Pas de fuir, hein, c'est bien de se confiner chez soi. Voilà, juste, et puis je vous donne la parole après, monsieur. Une précision, hein, vous l'avez compris, le PPI, c'est un outil de gestion de la survenance du risque. Ça n'est pas un outil de diminution du risque. C'est pas parce qu'on adopte le PPI que le site présentera moins de risques, qu'on va changer ses activités, qu'on va les orienter dans un sens. Ça, c'est le travail continu et qui n'a pas attendu l'élaboration et l'adoption du PPI, qui est fait par l'exploitant sous le contrôle extrêmement vigilant de l'inspection des installations classées. Donc ça ne changera pas les autres, les choses. Ce que le PPI apporte, c'est l'information de la population pour permettre à chacun de réagir et pour organiser, prévoir, parfaitement coordonner la réponse des services de secours, de l'ensemble des services de secours. Monsieur. Oui. Juste un instant. Une question rapide. Oui, juste une question rapide. Vu que donc, les maires, donc, les communes avoisinantes donc, sont prévenus, je pense que la première des choses qui serait intéressante, en effet, je connais le principe des avertissements par sirène. Bon, ceux qui ont connu la guerre, on est heureusement tous pas concernés, mais ceux qui ont connu la guerre le savaient. Sauf qu'une sirène, c'est quand même très très affolant. On se demande, parce que ça, vu l'état du monde en ce moment, ça pourrait aussi être une attaque aérienne. Donc, en l'occurrence, ça ne suffit pas. Je pense que, vu que les maires sont informés, et je ne pense pas m'être trompé, mais sur les sites, sur les pages Facebook des villes avoisinantes, au mois de juillet, je n'ai rien vu, à part la mairie d'Herblay, qui a mis une information immédiate. Par contre, les autres villes, Conflans, en premier, n'a mis aucune information, et je pense que les Conflanais, qui étaient un peu surpris de voir cette fumée, qui n'ont pas entendu de sirène, mais qui ne savaient pas qu'il fallait attendre, auraient peut-être, sont certainement allés voir sur le site de la ville, sur la page Facebook de la ville, et n'ont rien vu. Et ça, c'est regrettable. Oui, alors ma question, moi, elle sera d'ordre plus général. Allez-y, monsieur le maire. Ça c'était pas pour vous, ça. Non, en fait, le point, c'est qu'on n'a pas eu la même information qu'Herblay. Herblay a eu l'information avant nous, que nous n'avons pas eu. Donc, effectivement, on n'a pas pu communiquer immédiatement comme a pu le faire le maire d'Herblay. L'explication est là, j'ai pas plus d'éléments que celui-là. Je m'en doute, mais justement, mais c'est pas contre vous. Oui, mais je préférais quand même vous le dire, parce que du coup, on avait l'impression qu'on n'avait pas fait notre travail correctement. Il faut réclamer l'information. Moi, ma question sera d'ordre plus général et sera plus spécifiquement destinée aux responsables du SIAP, alors que la Chambre régionale des comptes et le préfet de région préconisent, dans la perspective de la réforme du Grand Paris, de transformer le SIAP en syndicat mixte et de revoir profondément sa gouvernance. La ville de Paris, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis répondent à la CRC et au préfet de région qui n'en voient pas la nécessité. Moi, je voulais simplement poser la question, sachant, si vous en êtes les dirigeants, quel est votre sentiment par rapport à cette préconisation de la CRC et du préfet de région? Alors, je ne me permettrai pas de répondre à la place des dirigeants du SIAP, le président du SIAP et les élus du SIAP. C'est effectivement une question qui se pose depuis plusieurs années, relayée d'ailleurs par un certain nombre de maires des Yvelines, de savoir dans quelle mesure ils pourraient être présents lors du conseil d'administration du SIAP
Et ce que je peux vous dire sans trahir de secret, c'est que la volonté du président du SIAP, c'est d'aller dans cette voie-là. Oui, bonsoir. Je suis conflanaise depuis 25 ans. C'est la première fois que j'entends parler d'un PPI. Donc on est aux abords d'un site Céveso. Quelle information le SIAP fait-il à l'ensemble des populations sur les mesures en cas de problème, d'incident grave, majeur, puisque ce site est classé Céveso et qu'une information doit être faite à l'ensemble de la population environnante. C'est ce qui va être fait après l'adoption du PPI. Oui, alors moi ça fait 25 ans, monsieur, que je suis à Conflans. Donc depuis 25 ans, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque sur ce site Céveso depuis 25 ans. Depuis quand date l'obligation légale du PPI, monsieur? Il y a des règles très précises qui précisent que c'est dans un certain délai après la réalisation de l'étude de danger. Donc cette étude de danger a été rendue récemment. Et depuis quand le SIAP existe? Et depuis quand? Depuis Napoléon III, voilà. Non. Plus exactement, je trouve très une référence. C'est pas normal de répondre comme ça. Est-ce que je peux essayer de vous apporter une réponse? Après, je verrai si elle vous satisfait ou pas. Ce qu'il faut voir, c'est que le SIAP ne relève de la directive Céveso que depuis 2010. Alors pourquoi ça? Pour une raison simple, c'est que l'évolution des directives Céveso, et notamment des points qui justifient le classement, c'est un truc d'ingénieur. Hein, on aime bien des cases, des nomenclatures, des trucs et des machins. Et donc, ce n'est que depuis 2010 que le site du SIAP rentre dans ces cases-là. Donc, déjà, on est sur, effectivement, un premier démarrage en temps qui est de 2010. Ça a généré la fourniture des études de danger. Alors après, on peut dire qu'on a été rapide, pas rapide, plutôt très lent, très mauvais, j'en sais rien. Globalement, ces études de danger ont été stabilisées courant 2016, l'arrêté a été pris en 2017. 7 ans. Encore une fois, c'est... Enfin, voilà, c'est... Enfin, 7 ans. Voilà, 7 ans, oui. Mais pour dire qu'il y a 2 risques majeurs. C'est ceux que vous avez énoncés. Écoutez, madame, deux risques majeurs. Mais cher monsieur, vous êtes de l'ADEME, moi je vais vous faire un appel, mais vraiment un appel qui vient du cœur. La plupart des gens qui font mon métier sont effectivement des ingénieurs et qui viennent, y compris d'établissements publics. Venez nous rejoindre, parce qu'on a vraiment besoin de votre expertise. Je ne pense pas qu'il faille 7 ans à un chiffre. Monsieur, je vous dis, venez nous rejoindre. Un peu plus réactif. Et après, grâce à vous, on sera au top. Moi, je ne suis pas ingénieur, je suis pas d'ADEME, je suis juste une conflanaise, comme des milliers de conflanés, qui se demandent où est l'information aux populations. Que ce soit de la part de la municipalité, que ce soit de la part du SIAP, que ce soit de la part de la préfecture, nous n'avons aucune information. Là, il va y avoir une information. Sous quelle forme? Sous quelle forme? Répondez-moi. Là, vous faites une information à combien? On est combien de conflanés ce soir? Quelle information a été faite par la commune de cette réunion ce soir? Moi, j'ai vu passer une information par hasard sur une page Facebook. C'est ça une information? Non, c'est pas l'association. Alors, madame, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le maire a souhaité, avec le concours des services de l'État, organiser cette réunion. Votre obligation, qui est prévue par les textes, on ne peut pas aller au-delà, c'est de tenir ce projet à la disposition des habitants dans les mairies et à la sous-préfecture. Ça a été annoncé, et là encore, c'est les textes, c'est la loi, c'est moi qui l'écris. Ça a été annoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de la sécurité intérieure dans 2 journaux, le Parisien et la Gazette des Yvelines. Voilà, avec une consultation qui dure 1 mois. On a souhaité aller plus loin parce qu'on est bien conscient que l'épisode, notamment du 3 juillet dernier, a posé un certain nombre de questions. Ensuite, sur la durée de l'étude de danger, il n'y a pas de risque majeur. Oui, l'étude de danger, elle précise in fine qu'il y a 2 risques majeurs. Il y a combien de scénarios? Encore une fois, on vous l'a dit, l'étude de danger, elle fait 3000 pages. Donc on peut dire que ça se fait en 2 minutes, mais s'il y a 3000 pages, ça ne se fait pas en 2 minutes. On peut vouloir simplifier à outrance pour polémiquer, c'est pas à vous là que je m'adresse, madame, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Il faut les exploiter, il faut les produire, ces 3000 pages d'analyse, il faut les exploiter après, il faut le faire sérieusement. Et effectivement, ça prend du temps. Donc ça ne veut pas dire que l'État reste inactif pendant ce temps-là, mais on ne peut pas faire tout ce travail d'aller-retour, parce qu'une fois qu'on a l'étude de danger, il y a tout un travail qui est conduit après sur la maîtrise des risques, les MER, les mesures de maîtrise des risques, qui accompagnent pour réduire le risque. Et le PPI, il vient à la fin. Voilà. Ensuite,
Sur l'information, le SIAP devra, comme tous les exploitants de sites Céveso, produire des plaquettes d'information qui seront distribuées à l'ensemble des habitants. Vous en avez un petit extrait tout à l'heure avec la conduite à tenir. C'est un document qui fait quelques pages, qui présente les activités du SIAP, la conduite à tenir. Il y a l'obligation d'en fournir régulièrement. Le PPI sera révisé tous les 5 ans pour en adapter à l'évolution de la situation, à l'évolution de l'organisation des services publics, à l'évolution de la population. Donc c'est maintenant un travail de pédagogie et d'information continue qui va dépasser, qui va apparaître avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais il y a un moment où, quel que soit le fait, on a toujours des habitants qui viendront nous expliquer « mais moi je n'ai pas été informé ». Donc notre objectif, celui du SIAP, avec le maire, c'est de fournir le maximum d'informations. C'est sur les sites internet, il y aura ces brochures sur le site de la presse, sur le site du SIAP, ce sera évidemment, je pense, relayé sur le site de la mairie. Il y aura la formation des enfants dans les écoles, qui sont pour nous un très bon vecteur pour informer souvent les parents de ce qui se passe. Il y a plein de choses. On doit aussi tenir compte du fait que si vous, ça fait 25 ans que vous habitez à Conflans, la population elle se renouvelle. Donc l'effort d'information, il est continu. On va travailler la formation de la population par les exercices. Il y aura l'année prochaine des exercices autour de la mise en œuvre du PPI, des exercices d'alerte de la population, des exercices d'alerte des élus, des entraînements des sapeurs-pompiers. Il y en a déjà aujourd'hui sur le site. Donc il y a tout ça qui se met en place. Ça prend du temps, l'action administrative, l'action publique, elle obéit à des règles, elle est longue. Je sais que ce n'est pas le temps actuel de l'information, mais ça se fait. Et c'est prévu. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, je sais. Ça ne répond pas à votre impatience, que je peux Ça comprendre. répond aussi, ça répond pour l'avenir, mais je m'étonne quand même que depuis le classement, donc en 2010, de ce site, ce classement Céveso, on est à 9 ans quoi, du classement. Il ne s'est pas rien passé, c'est ça que je veux vous dire. Il ne s'est pas rien passé. Et bizarrement, ça arrive juste après cet incendie. C'est ça. Non, mais non, bizarrement, C'est un oui, hasard. mais le On était prêt avant. Bien sûr. La signature avant. Et on l'a repris suite. On était capable de sortir le PPI avant l'incendie. Et on a décidé de temporiser justement suite à ce qu'ont signalé les maires en disant ajouter une phase d'information en POI. Voilà, ça demande une modification. On l'a rajouté, il a fallu réécrire quelques pages, imaginer des procédures nouvelles qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'existent pas, hein, qui sont prévues par aucun texte, qui répondent à une demande, on le sent bien. C'est compliqué d'expliquer à la population, on ne vous dit rien, donc c'est qu'il n'y a rien à craindre. On peut concevoir que ce ne soit pas très satisfaisant. C'est comme ça que c'est prévu aujourd'hui. Il y a un moment où l'administration a fait avec les textes et les obligations qui sont les siennes. Ça ne nous paraît pas pertinent, on a décidé d'aller au-delà. Il faut comprendre que ce plan a une particularité qui le rend le plus complexe à faire pour nous, c'est qu'il est interdépartemental. Quand je convoque une réunion pour travailler sur son plan, je convoque 25 services, 2 SDIS. Parce qu'il y a les pompiers des Yvelines, il y a les pompiers du Val d'Oise, police nationale des Yvelines, police nationale du Val d'Oise, etc. C'est-à-dire que le PPI est composé de 2 parties. Il y a aussi la PREF 95 qui activera sa cellule de crise, etc. Donc il y a une cinétique de travail qui a été très lourde. On parle quand même de la 2e station d'épuration au monde. Et on est parfaitement conscient de tous ces enjeux-là. Et il y a eu au moins un exercice majeur par an sur le site, dont certains ont consisté, et c'est là notre vrai problème, à activer les sirènes. J'ai la preuve, j'ai les dates d'activation de sirènes sans aucune réponse, ni aucun appel au 18 ou au 17 pour nous demander ce qui se passait. Donc il y a une méconnaissance de notre système d'alerte, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Effectivement, mais il fallait aussi qu'on fasse le diagnostic initial. J'ai des écarts de comportement dans le département, même à l'échelle du département. Dans le Mantois, vous avez une certaine récurrence d'événements industriels qui font qu'à la première sirène, les standards explosent. Donc ici, il n'y avait pas forcément encore cette connaissance. Et pourquoi? Parce qu'on parle avant d'une station d'épuration qui n'était pas forcément perçue comme étant un site industriel à risque. Voilà, quand vous dites que ça fait 25 ans, jusqu'ici on était sur de l'assainissement, qui est devenu un site industriel à risque. Voilà. C'est la grosse différence avec, si je vous parle du bassin industriel sur Limay, les gens autour de Limay, ils connaissent les sites parce qu'on est sur l'industrie, si je fais un très rapide raccourci, avec des cheminées qui fument, avec des détonations en journée, etc. etc. Voilà.
L'histoire, en 2 mots de l'assainissement, c'est un passage de procédés mécaniques par sous votre contrôle à des procédés chimiques. Donc forcément, pour les riverains, c'est pas la même chose d'avoir des bassins de décantation où on attend que les matières en suspension se déposent et de précipiter, c'est le cas de le dire, ces réactions en injectant des réactifs. Et dès lors que vous avez des réactifs, des process plus efficaces, y compris pour la protection de l'environnement, il y a des risques de l'eau qui apparaissent. Donc c'est ça qui explique aussi que depuis 25 ans, vous n'ayez pas eu l'information que vous désiriez. C'est qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas ces risques sur ce site. Voilà. Il y avait des odeurs, aujourd'hui il y en a moins, il y avait autre chose parce qu'il y avait d'autres mécaniques. Les procédés chimiques, ça permet aussi évidemment de lutter contre les odeurs. Donc il y a c'est un équilibre. On va peut-être prendre une dernière question et puis on va libérer chacun. Est-ce qu'il en reste? Oui, question. Plutôt que de reconstruire à l'identique cette usine géante qui assainit 60% des eaux d'agglomération parisienne à peu près, est-ce qu'on ne peut pas délocaliser et faire plusieurs petites unités? Déconcentration, alors c'est ce que je vous ai présenté quand je vous ai présenté le SIAP. C'est un processus qui a déjà été initié au milieu des années 70 et notamment au début des années 80 et qui a permis de passer d'une situation où 100% des eaux étaient traitées sur le site de Seine-Aval à une situation où on est à 60%. Et ça va continuer? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de projet qui vont dans ce sens-là. L'idée, c'est de traiter le mieux possible dans les usines qui ont été construites et notamment sur le site Seine-Aval. C'est pour ça qu'on a, si vous voulez, dans les 20 ans, les 10 ans qui viennent de s'écouler, les 10 ans à venir, on aura reconstruit en totalité l'usine. C'est pour ça qu'il y a un coût d'investissement qui est important. Hein. Je vous disais, on sera quasiment à plus de 2 milliards, 2,5 milliards, pour justement faire en sorte qu'on passe d'une situation où vous aviez des bassins à l'air libre avec un certain nombre de nuisances, notamment des nuisances olfactives, avec d'autres technologies qui effectivement suppriment les nuisances olfactives, mais avec la nécessité d'utiliser des réactifs chimiques. Et donc là aussi, il faut prendre toute une série de dispositions. Il faut bien que vous intégriez le fait qu'on a encore sur le site des installations qui ont plus de 40 ans, mais pour lesquelles le SIAP a prévu des investissements très importants dans les années qui viennent. Et encore une question, est-ce qu'il y a eu une étude sur l'impact écologique autre que les poissons? Parce qu'il y a les plantes, il y a toutes les bestioles qu'il y a dans la Seine, etc., les oiseaux et tout. Je pense que tout ça a été un peu impacté quand même par et le manque d'oxygène et les fumées. Et bon, est-ce que vous avez vraiment fait une étude approfondie? Et quel sera le futur? Tout à fait. Donc, suite à l'incendie et immédiatement après l'incendie, on a mis en place tout un système de suivi de la qualité de la rivière, donc depuis Conflans jusqu'à l'estuaire, donc en travaillant à la fois avec des universités parisiennes, l'université de Rouen et ce qu'on appelle le GIP Seine-Aval. C'est des gens qui s'occupent du suivi de la qualité de l'eau dans l'estuaire. Donc ça nous a permis de suivre depuis l'incendie jusqu'au mois d'août l'ensemble des paramètres de qualité et qui nous a permis de voir deux choses. D'une part, le retour rapide à une qualité normale dès le week-end, dès la reprise du fonctionnement de la station d'épuration. Et d'autre part, ça nous a permis de voir que l'eau partiellement traitée qui avait été introduite durant l'incendie a rapidement été consommée du fait des températures élevées de Seine, la matière organique, l'azote et le phosphore qui avaient été injectés en excès, et qui ont conduit notamment à une désoxygénation importante, a été rapidement, donc quand je dis rapidement, au bout de 30, 40, 50 km, il n'y avait plus d'effet sur la qualité de la rivière. Donc voilà. Le principal effet, et ça a été dit, c'est la désoxygénation liée à la consommation par la flore naturellement présente de la matière organique. C'est ça l'effet principal. Pour le reste, je dirais que ça s'est naturellement consommé au fil de l'eau. Il y a quand même un déficit en poissons. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des algues à l'heure actuelle. Alors, il y a des algues qui poussent, comme a dit monsieur. Donc nous avons été attentifs à cette question-là. On a été attentifs au fait que le déséquilibre nutritionnel, c'est-à-dire l'apport d'azote et de phosphore, peut effectivement, et vous avez raison, conduire finalement à ce qu'on appelle des bloom algos, c'est-à-dire
c'est des engrais en quelque sorte, et si on met trop d'azote et de phosphore dans la rivière, ça peut conduire à avoir une prolifération excessive d'algues. C'est des sujets. Les algues vertes. Absolument, c'est des sujets qu'on entend souvent, notamment s'agissant des lestuaires. Donc nous avons mis en place des suivis tout à fait précis et qui fonctionnent encore d'ailleurs, de suivi en ligne de ce qu'on appelle la chlorophylle A, c'est-à-dire c'est le pigment qui est présent dans les algues, et on voulait vérifier, ou en tout cas on voulait suivre le fait que cet apport excessif, ponctuel de phosphore notamment, ne conduisait pas, surtout qu'on avait des conditions d'ensoleillement particulièrement importantes cet été, à des proliférations algales excessives. Ça n'a pas été le cas. On a eu des boues algaux. Au moment de l'incendie, on a eu une prolifération, et c'est normal, mais dès le retour aux conditions de fonctionnement normales, on a mesuré, si vous voulez, des concentrations en chlorophylle A tout à fait classiques. On continue à le suivre de manière tout à fait attentive, en travaillant encore une fois avec des spécialistes de Sorbonne Université et des spécialistes de l'Université de Rouen, parce qu'on reste très vigilants. Mesdames et messieurs, merci de votre présence d'abord, merci de votre question, y compris pour les questions incisives, mais on était évidemment là pour se prêter à cet exercice. Je vous rappelle que le projet de PPI est consultable à la mairie de Conflans, à la sous-préfecture de Saint-Germain jusqu'au 5 novembre prochain. Il y a des cahiers destinés à recueillir vos éventuelles observations. C'est donc dans ce cadre qu'il faudra les porter. N'hésitez pas aussi à parler autour de vous de cette consultation. Encore une fois, c'est destiné à enrichir le document, à rajouter des considérations qui auraient pu nous échapper dans la phase d'élaboration. N'hésitez pas à vous saisir de cette possibilité. Merci à vous, Monsieur le maire, d'avoir organisé cette réunion pour vous administrer. Bonne soirée à tous. Merci.